Donc nous allons sur cette vidéo relire la fiche de cours réaction chimique par échange de protons. Donc sur le grand 1, donc le pH, définition et mesure. Les propriétés acides ou basiques d'une solution dépendent de la concentration en ion oxonium, dont la formule est H3O+, mais celle-ci peut varier sur plusieurs dizaines d'ordres de grandeur, d'où la notion de pH. Le pH d'une solution aqueuse est défini par la relation suivante. Le pH égale moins log de la concentration en H3O+, avec le pH qui est une grandeur sans unité et la concentration en H3O+, qu'il faut mettre en mol par litre. La concentration en ion H3O+, est alors obtenue par la relation suivante, donc H3O+, égale 10 puissance moins pH. Donc première chose, vous utilisez cette relation-là si vous voulez calculer un pH et que vous connaissez la concentration en H3O+. Et si vous souhaitez trouver la concentration en H3O+, associée à une solution dont vous connaissez le pH, vous utilisez cette relation-là. Donc H3O+ égale 10 puissance moins pH. Remarque, si la concentration en ion H3O+ augmente, alors le pH diminue et donc la solution devient de plus en plus acide. Si la concentration en H3O+ diminue, alors le pH augmente, la solution devient de plus en plus basique ou alors de moins en moins acide. Donc l'acidité étant reliée ici à la présence d'ion H3O+. Donc au niveau des mesures, la mesure du pH effectuée avec un pH mètre, la mesure n'est pas précise. Avant toute mesure, il faut étalonner le pH mètre. Les sondes doivent toujours être immergées et la mesure doit être effectuée sous une agitation lente. Alors ensuite, grand 2, qu'est-ce qu'un acide et une base selon Brandstedt? Un acide, au sens de Brandstedt, est une espèce chimique susceptible de fournir ou céder un ion hydrogène H+, qu'on appelle également proton. Une base, au sens de Brandstedt, est une espèce chimique susceptible de capter un ion hydrogène H+. Donc des exemples d'acide. Donc l'ion ammonium, NH4+, l'ion oxonium bien entendu, H3O+, l'acide éthanoïque, CH3COH. Vous avez ensuite les bases. Donc l'ammoniac, NH3, les ions hydroxyde, donc HO-, CH3COO-, qui sont les ions éthanoates. Donc retenez bien ces deux ions-là, ils vont revenir très souvent dans les analyses acido-basiques. Donc là, nous devons définir ce que c'est qu'un acide, ce que c'est qu'une base. Nous allons définir maintenant ce que c'est qu'un couple acide-base. Donc par définition, un couple acide-base HA A- est l'ensemble d'un acide HA et d'une base A- susceptible d'échanger un proton H+, selon la demi-équation acido-basique. HA donne A- plus H+. On parle alors d'acide et de base conjugués. Donc les exemples sont ici, mais donc quand vous avez un couple acide-base HA A-, il y a toujours une différence de H+ entre l'acide et la base. Et on écrit toujours l'acide à gauche, la base à droite. Donc le signe, quand on va écrire les demi-équations, le signe avec la double flèche traduit le fait que la réaction peut se faire dans les deux sens. Le signe, donc avec une flèche simple, ça aille dans le sens direct ou dans le sens indirect, traduit donc le fait que la réaction ne peut se faire que dans un sens, donc qui est celui de la flèche. Donc des exemples. Vous voyez ici que vous avez trois exemples de couples. Donc ici vous avez donc l'acide éthanoïque avec les ions éthanoates. Donc quand vous avez des couples acido-basiques, vous ne réfléchissez pas. Vous écrivez l'acide donne la base plus H+. L'acide donne la base plus H+. Ici vous avez donc un couple avec l'ammoniac et les ions ammonium. Donc vous avez NH4+ donne la base NH3 plus H+. Ici vous avez donc l'acide, un acide qui est l'acide benzoïque avec les ions benzoate. Vous avez donc ici, vous écrivez quand vous voulez avoir la demi-équation associée à ce couple, vous écrivez l'acide donne la base plus H+. Donc ça doit être quasi mécanique. Au niveau de l'eau, l'eau appartient à deux couples acido-basiques. Ici, dans le couple H3O+, H2O, l'eau est ici une base. Et dans le couple H2O, HO-, l'eau est ici un acide. Donc vous pouvez écrire ici H3O+ donne H2O plus H+. Donc on voit qu'ici que l'H2O capte les ions H+, joue le rôle ici de base. Et quand vous prenez cette équation-là, donc H2O donne HO- plus H+, vous voyez bien que l'eau dans ce cas-là fournit ou cède un H+, donc elle se comporte comme un acide. Donc l'eau est à la fois la base du couple, de ce couple-là, donc H3O+, H2O, et l'acide du couple H2O, HO-, donc on dit que l'eau est un ampholyte.
Donc toutes les composés qui peuvent à la fois se comporter comme un acide et une base sont ce qu'on appelle des ampholies. Donc nous venons de définir ce que c'est qu'un acide, ce que c'est qu'une base, ce que c'est que des couples acide-base. Nous allons donc maintenant définir ce qu'est une réaction acide-base. Donc une réaction acide-base est un transfert de protons H+, d'un acide de l'acide HA1 d'un couple, HA1 à HA1- vers la base de l'autre couple. Donc ça c'est le cas, si vous voulez, le cas général. Donc l'acide du premier couple va donner sa base conjuguée plus les ions H+. Ces ions H+ là produits vont réagir avec la base du deuxième couple pour donner l'acide du second couple. Et vous obtenez finalement cette équation là. Donc on parle alors des réactions acido-basiques. Donc un exemple, si par exemple vous avez les couples, le couple de l'acide éthanoïque, les ions éthanoate, l'ion ammonium avec l'ammoniac, et que vous voulez écrire l'équation entre donc l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Donc déjà, de toute façon, une réaction acide-base ne fait réagir qu'un acide avec une base. Donc c'est-à-dire que vous allez nécessairement, si vous avez les couples, faire réagir quelque chose qui est ici à gauche avec quelque chose ici qui est à droite d'un autre couple. Donc ici, vous écrivez les deux demi-équations associées à chaque couple dans le bon sens, c'est-à-dire que ici, si on veut faire réagir CH3COH et NH3, il faut que les deux se retrouvent du côté ici des réactifs. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, par rapport à l'ordre de ce qu'on avait donné, on a inversé l'équation de l'ammoniac. Et ensuite, vous mettez tout l'un au-dessus de l'autre, vous mettez une barre, vous additionnez tout, et normalement, vous verrez que si vous additionnez tout, étant donné qu'il y a toujours un échange de un seul H+, vous obtiendrez que dans l'équation finale, il n'y aura plus l'apparition de H+. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a transfert du proton de l'acide éthanoïque ici vers l'ammoniac, puisque là on voit le transfert de protons dans les demi-équations. Dans l'équation globale, le H+ n'apparaît pas. Ensuite, donc nous arrivons à réaction totale et limitée. Donc, lorsque le réactif limitant est entièrement consommé à l'état final, on dit que la réaction est dite totale. Et donc le symbole de cette réaction est représenté par une flèche simple. Parce que le réactif limitant n'est pas entièrement consommé, mais encore présent à l'état final, la réaction est dite limitée. Et son symbole est donc une double flèche. Donc une double flèche veut dire que en fait, la réaction peut se produire dans les deux sens. Il y a alors coexistence des réactifs et des produits. C'est-à-dire qu'à l'état final, il y a coexistence entre tous les réactifs et tous les produits. Pour une réaction totale, donc l'avancement final lui est égal à l'avancement maximal, xf égale xmax. Pour une réaction limitée, l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal, xf inférieur à xmax. Au niveau des acides et des bases faibles. Donc un acide HA est faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Et vous avez bien compris qu'une base A- est faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale également. Donc là on définit ce que c'est que des acides et des bases faibles. Vous verrez que vous aurez tous compris que dans quelques temps nous allons définir donc les acides et les bases forts, donc qui seront ici donc des acides et des bases qui eux ont une réaction totale avec l'eau. Donc dans le cas des acides et des bases faibles, un acide HA est faible donc si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Pardon. Donc si on a les couples. On a le couple de l'acide avec la base conjuguée, les ions H3O+, et H2O. Donc première réflexion, si vous avez l'acide, donc un acide est forcément du côté gauche, va forcément réagir si ça réagit avec l'eau, comme l'eau du côté droit. Donc ça veut dire que nécessairement ici, l'eau se comporte nécessairement comme une base. Donc vous écrivez l'équation, vous allez obtenir HA plus H2O donne A- plus H3O+. Donc par exemple, des exemples sont par exemple les acides carboxyliques, sont des acides faibles, donc RCOH avec donc l'ion associé RCO-. Donc si vous avez que l'acide pour obtenir la base, c'est pas compliqué, vous enlevez un H+ de la formule ici et vous obtenez bien RCO-. Une base A- est faible, donc si sa réaction avec l'eau n'est pas totale, donc vous écrivez toujours pareil, A- ici dans le couple, donc l'acide conjugué, vous rajoutez un H+, vous obtenez HA. Et si ici c'est une base qui réagit, il va nécessairement réagir avec un acide, donc ça veut dire que ici l'eau est l'acide. Donc vous écrivez l'équation, vous allez obtenir A- plus H2O donne HA plus HO-. Alors par exemple des ions, les ions carboxylates, donc qui sont les bases conjuguées des acides carboxyliques, sont des bases faibles. Les amines RNH2 sont aussi des bases faibles dans l'eau, vous allez voir l'importance de ça tout de suite. Donc nous avons fait des activités donc, portant sur les acides aminés.
Donc les acides alpha-aminés contiennent donc les groupes caractéristiques carboxyle, donc CO2H, et amine NH2. Donc le groupe carboxyle, donc lui est un groupe acide, c'est-à-dire qu'il peut sceller des ions H+, et le groupe amine NH2 est plutôt basique, donc quand ils sont portés par le même atome de carbone. Portés par le même atome de carbone. Donc en solution aqueuse, un acide alpha-aminé existe sous la forme d'ions dipolaires qu'on appelle les amphions, les zwitterions, résultant du transfert interne du groupe de protons carboxyle vers le groupe amine. Donc en clair, vous avez ici donc un carbone, celui-là qui porte le groupe carboxyle ici, COOH, et le groupe NH2. Ce groupe-là est acide, ce groupe-là est basique NH2. Donc ça veut dire que ce groupe acide-là peut céder un proton ici, donc par exemple celui qui est ici représenté en rouge, et la base qui peut le capter peut être sur la même molécule ici, le groupe amine. Donc c'est pour ça que vous pourrez voir aussi passer dans un acide alpha-aminé la forme amphionique ou la forme zwitterionique, qui est celle-là. Donc ici, si vous regardez, le H ici est allé sur le N, donc tout ça est équilibré, il y a autant de charges d'un côté que de l'autre, il y a autant de H d'un côté que de l'autre, donc c'est les deux formes possibles pour cet acide alpha-aminé. L'amphion donc est un ampholyte comme l'eau, donc c'est-à-dire qu'il peut se comporter comme un acide et comme une base. Donc si vous prenez ici le couple, vous voyez que ici, donc l'amphion ici, est l'acide de ce couple-là. Donc par rapport à, donc là vous avez la base conjuguée de cet amphion. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici le groupe CO2- est constant dans les deux parties du couple acide-base. Ce qui change, c'est ici le NH3+, qui donne NH2 dans ce couple acide-base. Donc ici l'amphion est un acide, il est en gras. Ensuite, il peut aussi être la base ici dans ce couple-là, donc remarquez bien, ici vous avez donc la même chose qu'ici, je l'ai mis ici donc en base, sauf que cette fois-ci, l'acide conjugué, donc le NH3+, donc lui ne peut plus accueillir de protons, donc il reste NH3+. Par contre, c'est un H+, qui a été ajouté sur le groupe ici carboxylate, là CO2-, pour former le groupe carboxyle, CO2H. Donc ici, vous voyez que vous avez deux couples où un amphion est l'acide et là il est la base d'un couple. Donc c'est pour ça que les amphions sont aussi les ampholites. État d'équilibre. Lorsqu'une transformation chimique se produit simultanément dans les deux sens, donc l'état final est un état d'équilibre chimique. Les équations de réaction sont décrites avec des doubles flèches. À l'état d'équilibre, on peut obtenir un état final donc dans lequel coexistent les réactifs et les produits qui restent en proportion constante. Donc qui reste en proportion constante, ça veut dire que si vous avez un état d'équilibre, vous allez avoir des réactifs et des produits dans une certaine proportion qui ne bougera pas au cours du temps. Mais dans une certaine proportion qu'il convient de changer et qu'il convient de caractériser. Donc c'est pour ça qu'on a défini ce qu'on appelle le Ka et le pKa. Donc la constante d'acidité des couples. Donc l'équation qui se produit lorsqu'on met en solution un acide noté HA dans l'eau est la suivante. Donc celle-là on l'a déjà écrit. Donc l'acide réagit avec l'eau pour former la base conjuguée HA- plus les ions H3O+. La constante d'équilibre associée donc à cette réaction est appelée ce qu'on appelle la constante d'acidité du couple et elle est donnée par la formule suivante. Le Ka est égal au rapport de la concentration en ions H3O+, donc les oxynomes, fois la concentration de la base du couple divisé par la concentration de l'acide du couple. Donc retenez toujours ça, le Ka c'est H3O+, base sur acide. Toujours. Le Ka c'est H3O+, base sur acide. Donc on définit le pKa comme de la façon suivante, comme le pH. Donc pKa c'est moins log de Ka. Donc si un jour vous avez le Ka et que vous voulez trouver le pKa, vous appliquez cette formule-là, pKa égale moins log de Ka. Et réciproquement, si un jour on vous donne le pKa et que vous voulez trouver le Ka, vous utilisez la formule qui suit, Ka égale 10 puissance moins pKa. On peut assez facilement démontrer, en partant de cette formule-là, vous prenez le log de chaque côté. C'est un petit exercice que je vous laisse faire. À partir de cette formule-là, vous prenez le log de Ka, vous prenez le log de ce rapport, et vous pourrez démontrer assez facilement que cette relation-là est équivalente à celle qui suit, pH. Le pH d'une solution, c'est le pKa du couple, plus le log de la concentration en base divisé par la concentration en acide du couple, bien sûr, toutes ces concentrations étant prises à l'équilibre.
Donc vous imaginez très bien l'importance de cette formule-là. Si vous avez une solution, par exemple d'un acide éthanoïque, HA, si vous voulez calculer ce rapport-là, vous avez juste à mesurer le pH, le pK étant donné, vous obtiendrez ce rapport-là. C'est un exercice là, très classique de bac. Donc par exemple, si vous avez un couple ici qui est le couple de l'acide benzoïque avec l'addition benzoate, vous écrivez le K égale H3O+, fois la concentration donc, de la base divisé par la concentration de l'acide. Vous ne réfléchissez pas, c'est mécanique. Vous écrivez K égale H3O+, base sur acide. Donc là on vous donne les valeurs, le K il vaut cette valeur-là et le PK il vaut 4,2. Ensuite vous avez un autre couple, les ions ammonium-ammoniac, K égale H3O+, fois la base NH3 divisé par NH4+, l'acide. Là, vous avez un pKa qui vaut 4,8. Alors, première réflexion, si vous vous demandez de calculer les pKa un jour, un pKa, vous, en terminale S, sera toujours entre 0 et 14. Donc, si vous ne trouvez pas un pKa entre 0 et 14, concrètement, c'est faux. Alors ensuite, le produit ionique de l'eau. La constante d'équilibre associée donc à cette réaction d'autoprotolyse de l'eau. On a vu précédemment que l'eau était un acide et une base. Donc ça veut dire qu'il peut réagir avec lui-même sous la forme d'une réaction acido-basique. Donc H2O donne H2O de l'H2O plus H2O donne HO- aqueux plus H3O+. Donc ça c'est la réaction où l'eau réagit en tant qu'acide et l'eau réagit en tant que base. Donc si vous appliquez le même mécanisme que ce que nous avons vu ici dans les réactions acide-base, là, vous appliquez la même chose ici que ce qu'on a vu ici, là, qu'on a vu là. Vous allez pouvoir démontrer assez facilement cette équation là de l'eau. Donc cette équation de l'eau donc est très importante. Elle est associée à une constante qu'on appelle le produit ionique de l'eau, qu'on note KE. Donc la constante d'équilibre ici est KE égale la concentration en H3O+ à l'équilibre fois la concentration en HO- à l'équilibre. Comme toute constante d'équilibre, ce KE ne dépend que de la température, donc c'est-à-dire que pour une température donnée, sa valeur est indépendante des espèces dissoutes en solution. À 25 degrés, le KE il vaut par exemple 1,0 fois 10 puissance moins 14. Pour des raisons de commodité, on utilise souvent le pKe, qui est défini comme pKe égale moins log de KE. Donc c'est la même chose que pour le pKa. pKa égale moins log de Ka. PKE égale moins log de KE. Et le pKe à 25 degrés, il vaut 14. Donc il vaudra toujours 14. À 25 degrés, le pKe vaudra toujours 14. Donc ça veut dire que le produit de la concentration en H3O+ fois la concentration en HO- vaudra toujours 10 puissance moins 14, puisque KE égale 10 puissance moins pKe. Donc je répète, KE égale 14, ça veut dire que PKE égale 14, donc le KE égale 10 puissance moins PKE, c'est-à-dire 10 moins 14. Donc ça veut dire que ce rapport-là, à 25 degrés, dans n'importe quelle solution aqueuse, est toujours constant. Toujours constant, toujours constant. Donc la concentration en H3O+ à l'équilibre fois la concentration en HO- à l'équilibre égale 10 puissance moins 14. Donc ici, ce tableau-là est juste là pour vous redémontrer une chose simple que vous savez depuis très longtemps. Donc par définition, qu'est-ce qu'une solution acide, basique et neutre. Donc dans une solution neutre, il faut retenir déjà qu'une solution acide est majoritairement, l'espèce majoritaire dans une solution acide, c'est les ions H3O+. Dans une solution basique, l'espèce majoritaire, c'est les ions hydroxydes, les ions HO-. Et dans une solution neutre, il y a autant d'H3O+ que d'HO-. C'est la première chose importante à retenir. Donc, pour une solution qui est neutre, il y a autant d'H3O+ que d'HO-. Je vous laisse regarder la définition et regarder la fiche de cours que vous avez. Vous allez démontrer assez facilement ici qu'en fait, ça correspond à un pH de solution qui vaut pKe sur 2. Et pKe valant 14, ça fait un pH de 7. Par définition, donc, dans une solution qui est acide, la concentration en H3O+ à l'équilibre est supérieure à la concentration en HO- à l'équilibre. Donc c'est par définition. Et si vous faites le même mécanisme que ce que nous avons décrit ici, vous allez voir que dans ce cas-là, c'est associé à des pH qui sont inférieurs à pKe sur 2, c'est-à-dire inférieurs à 7. Et enfin, pour une solution qui est basique, donc elle est caractérisée par une concentration en H3O+ à l'équilibre qui est inférieure à la concentration en ion hydroxyde à l'équilibre. Et donc là, c'est caractérisé par des solutions où les pH sont supérieurs à 7, puisque c'est supérieur à pKe sur 2. Juste pour votre information personnelle,
ce pH 7, pH inférieur à 7, on est dans la solution acide, pH supérieur à 7, on est dans la solution basique. Ce n'est valable qu'à 25 degrés. Si vous changez la température, la référence 7 ne sera plus vraie et elle variera donc en fonction de la température. Domaine de prédominance. Donc, nous avons vu des couples acide-base, HA, A-. Donc, le domaine de prédominance de l'acide, ça va être des domaines de pH où la concentration en acide est supérieure à la concentration de la forme basique. Donc, j'espère que ça vous paraît évident que quand on est quand l'acide prédomine, c'est a priori que la concentration en acide est supérieure à la concentration en base. De la même façon, le domaine de prédominance de la base est le domaine de pH où la concentration de la forme basique est supérieure à celle de la forme acide. Donc on distingue alors trois cas. Le cas où on est HA supérieur à A-, c'est-à-dire c'est la forme acide qui prédomine. Là on a la forme ici basique qui prédomine et on a la forme où les deux coexistent dans les proportions égales. Et donc dans ce cas-là, on a des concentrations égales. Donc quand l'acide prédomine sur la base, on fait le rapport A- sur HA, on trouve qu'il est inférieur à 1, on prend le log de chaque côté, le log de 1 valant 0, on ajoute pH, donc là en fait on essaie de réintégrer la formule suivante à partir de notre point de départ, la formule suivante étant celle-là, donc on applique celle-là en fait. Et quand on fait ça, je reviens ici, donc dans la forme, quand on est dans la forme donc acide qui prédomine, on trouve qu'il faut que le pH de la solution soit inférieur au pKa du couple. Donc dans ce cas-là, la forme acide prédomine. Quand les deux concentrations sont égales, on trouve que le pH est égal au pKa du couple. Et enfin, quand la concentration en A- est supérieure à la concentration acide, on démontre que le pH est supérieur au pKa. Donc plusieurs choses pour ne pas se tromper. Si on est sur une base qui prédomine, j'espère que ça paraît assez évident pour tout le monde que le pH doit être supérieur à une certaine valeur. Par exemple, si on est à un pKa de 4, le pH, s'il vaut par exemple 12 est bien supérieur à 4, donc pour vous, 12 doit bien être associé à quelque chose de basique. Ensuite, si on est dans la zone de prédominance de l'acide, donc par exemple si le pKa du couple vaut 4, si vous avez un pH qui est inférieur au pKa, ça devrait à peu près 4, dans ce cas-là, ça vaudrait par exemple 2. 2 pour vous est bien quelque chose associé à quelque chose d'acide. Donc c'est pour ça qu'à partir de ces calculs-là, on voit bien que la valeur importante c'est la valeur du pKa, donc parce que pour le pH, quand le pH d'une solution vaut le pKa du couple, dans ce cas-là les deux espèces coexistent avec des concentrations et des proportions identiques. Donc c'est pour ça qu'on élabore ensuite ce qu'on appelle un diagramme de prédominance. Donc vous tracez une flèche assez grande, vous la légendez en pH ici, vous mettez au centre le pKa. J'insiste, vous mettez au centre le pKa et pas 7. Donc j'insiste, vous mettez le pKa au centre et pas 7. Et donc quand on est à pH égale pKa, vous écrivez que la concentration en acide est égale à la concentration en base. Quand on est ici pour des pH inférieurs à pKa, donc c'est l'acide qui prédomine. Et quand on est pour des pH ici supérieurs à pKa, c'est la forme basique qui prédomine. Donc quelques exemples que nous allons faire, très simples. Donc par exemple l'acide benzoïque qui a un pKa de 4,2. Donc vous prenez votre stylo, vous faites une flèche. Hop. Vous légendez en pH. Hop. Vous mettez au centre la valeur du pKa, ici donc 4,2. Donc quand on est ici pour des pH, hop, inférieur pKa. Donc dans ce cas-là, c'est l'acide qui prédomine, donc ça sera l'acide. Donc vous écrirez acide, domaine de prédominance de l'acide. Et quand on est ici sur des pH qui sont supérieurs au pKa, ça sera donc la base qui prédominera. Donc vous écrirez vous domaine de prédominance de la base. Ça c'est très facile pour les couples où il n'y a qu'un seul pKa. Si jamais vous avez comme les acides alpha-aminés, donc la lanine par exemple ici, donc vous avez la formule
de CRAM en topologique, un mix de topologique, pardon. Donc vous avez ici 2 pk. Effectivement, vous avez deux fonctions acides, vous avez deux fonctions acido-basiques. Vous avez ici la mine, qui est plutôt basique, et ici vous avez donc le groupe carboxyle. Donc ça fait deux couples auxquels on peut associer cette molécule. Donc pour ça, vous gardez le même phénomène, le même raisonnement, vous tracez un trait en pH, sauf que cette fois-ci, sur l'axe, on ne va pas mettre un seul pK, on va en mettre deux. Donc on mettra ici, par exemple 2,4. Ici, on mettra donc 9,9, c'est-à-dire le deuxième, la valeur du deuxième pKa. Ensuite, donc quand vous voulez mettre les espèces qui prédominent, donc pour l'alanine, donc si vous regardez ici, là, donc l'alanine, ici donc on est dans la gamme où on va être pH inférieur à pKa1, donc ça va être la forme la plus acide de cette molécule là. Donc la forme la plus acide de cette molécule là correspondra donc ici à garder le groupe carboxyle et à mettre NH3+ ici sur le groupe amine. Donc vous écrirez ici donc la formule qui sera une formule, je vais l'écrire moi en formule semi-développée, donc ça donnera NH3, alors excusez-moi pour mon stylo mais il écrit un peu gros, NH3+, non ça je vais effacer, je vais recommencer, tac, hop. Donc NH3+, NH3, donc NH3+, ici, je vais avoir CH2, CH2, et là j'aurai COOH. Donc ça sera la forme qui va prédominer ici pour les pH inférieurs à 2,4. Quand je vais être ici, je vais tout de suite faire celui qui est supérieur à 9,9. Donc quand je serai sur des pH supérieurs à 9,9, ça sera donc la base prédominante de tous les, pour les deux formes de l'acide alpha-aminé qui va prédominer. Et donc dans ce cas-là, sa formule sera la suivante, sera NH2, CH2, et donc ce sera ici COO-, COO-. Et enfin ici au centre, vous aurez donc la forme ionique de cet acide alpha-aminé. Je vais essayer de l'écrire si j'ai assez de place, donc ça donnera NH3+, CH2, CO-. Donc je vais l'écrire ici, NH3+, CH2, COO-. Donc qu'est-ce qu'on observe quand on regarde ça? On voit que ici vous avez donc une fonction acide et là vous avez la fonction acide associée donc à la mine. Quand vous passez ici, on a conservé ici donc cette fonction NH3+. Par contre le groupe COH ici a perdu un ion H+. Donc là ça c'est bien l'acide et ça c'est bien la base conjuguée donc ça c'est bien la base ici conjuguée de cet acide là. Quand vous regardez cette espèce là et cette espèce là, donc elles ont toutes les deux CO2-, CO2-. Par contre ici le groupe NH3+ a perdu un H+ pour former NH2, donc là vous avez bien cette base là qui est la base donc associée à cet acide là, oui. Et donc dans ce cas là, c'est pour ça que le zwitterion ici donc est un orpholite, parce qu'il est l'acide conjugué de cette espèce là et il est en même temps la base conjuguée de cette espèce là. Donc ensuite on passe à la partie J qui est la partie donc sur les échelles de pH de pKa dans l'eau. Donc le pKa caractérise donc l'aptitude d'un acide faible à céder un proton ou celle d'une base à l'accepter. Donc pour une même concentration en soluté apportée, un acide est d'autant plus fort qu'il cède facilement un proton et donc que le pKa du couple auquel il appartient est petit. Une base est d'autant plus forte qu'elle capte facilement un proton et donc que le pKa du couple auquel elle appartient est grand. Pour faire simple,
Si vous avez ici donc une échelle de pKa, ici vous avez tous les couples. Donc vous avez le couple H2O, H-, donc vous avez de ce côté-là les acides, de ce côté-là les bases. Donc plus le pKa d'un couple est faible, donc le plus faible en solution aqueuse étant 0, plus l'acide du couple est fort. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, vous voyez, quand je suis à 0, donc le pKa le plus faible, l'acide associé H3+, est l'acide le plus fort en solution aqueuse. Si ensuite vous allez vers les pK qui sont les plus élevés, donc en solution aqueuse 14, la base sera ici donc la plus forte, H-. Et donc vous remarquez que quand vous êtes dans les acides, ici, quand je pars de l'eau par exemple, CH3, NH3+, ici quand je vais vers les pK les plus faibles, donc ça veut dire que par exemple cet acide-là, qui est l'acide aminé donc, que nous venons de voir associé à la lanine, est plus fort que ici cet acide qui est l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque est un acide faible, plus fort que l'acide éthanoïque, puisque son pKa, vous voyez, on est à 3,8, 4,8, donc 3,8 étant inférieur à 4,8, ça veut dire que l'acide associé, ici, celui-là, est plus fort que l'acide éthanoïque associé, ici, celui-là. Réciproquement, quand vous regardez les bases sont d'autant plus fortes que le pKa du couple est élevé. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, l'ammoniac est à 9,2, le pKa, si vous avez donc ici le pKa donc, qui est à 9,8 pour NH2, CH2, CO- que nous allons voir précédemment, on peut dire que cette base-là est plus forte que l'ammoniac en solution aqueuse. Et en plus, on peut aussi dire que donc, cette base-là est plus forte que celle-là, même plus forte que celle-là, etc. etc. Nous arrivons donc au grand 3, acide fort et base forte. Donc un acide HA est fort si sa réaction avec l'eau est totale ou quasi totale. Donc dans ce cas-là, vous voyez que l'acide réagit avec l'eau pour former A- plus H3O+. À la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure, vous remarquerez que là j'ai mis une flèche simple. Donc ça veut dire que la réaction ne se fait que dans un seul sens. Donc dans ce cas, la concentration en H3O+, égale à la concentration en soluté apportée. Donc là, je vous laisse regarder l'activité qu'on a fait pour démontrer ça. Donc ça veut dire que étant donné que l'eau est en excès, le HA ici en solution apportée C est limitant. Donc s'il est limitant, il est entièrement consommé. Et donc en gros, tout ce qui est consommé ici en HA se retrouve reformé donc en ion H3O+. Donc le pH d'une solution diluée d'acide fort de concentration C en soluté apportée sera alors pH égale moins log de C. En effet, on a pH égale moins log de la concentration en H3+. Si la concentration en H3+ est égale à C, vous obtenez cette formule-là, pH égale moins log de C. Cette formule-là n'est valable que pour les acides forts. Je répète, cette formule n'est valable que pour les acides forts. Donc les acides forts, par exemple l'acide nitrique, chlorure d'hydrogène. Donc deux indications pour savoir si un acide est fort. Vous regardez sa réaction avec l'eau, s'il y a une flèche simple, c'est qu'il est fort. Et si on vous dit qu'il est fort, c'est qu'il est fort. Une base A- est forte si sa réaction avec l'eau est quasi totale. Donc pareil, vous écrivez donc l'équation de la base avec l'eau, vous remarquez que ici j'ai mis une flèche simple pour démontrer que la réaction est totale. Donc cette fois-ci, dans le cas d'une base forte, c'est la concentration en H- qui est égale à C. En effet, ici le réactif qui a des propriétés acido-basiques, c'est les ions H-, donc c'est l'espèce basique la plus basique en solution aqueuse, mais c'est donc si ici tout est consommé ici, puisque ici l'eau est en excès, je vais avoir donc à la fin concentration en H- égale C. Pour trouver le pH, je vous rappelle qu'il faut qu'on trouve la concentration en H3O+. Et donc c'est là qu'intervient le KE. Je répète, c'est là qu'intervient le KE, puisque pour le seul moyen, quand vous avez une concentration en H- pour trouver une concentration en H3O+, pardon, c'est d'utiliser le KE. Donc vous écrivez que la concentration en H3O+, c'est KE divisé par la concentration en H-, vous remplacez H- par C, et vous en déduisez donc la valeur de la concentration en H3O+. Et ensuite, le pH de la solution est donc donné par pH égale moins log de la concentration d'H3O+. Et si vous faites une petite opération mathématique très simple, vous allez voir que cela va donner pKe plus le log de C. Donc, si je reprends les deux formules ici, quand vous avez un acide fort, on a, quand vous avez un acide fort, donc on a la relation pH égale moins log de C, ça c'est pour un acide fort, puisque la concentration d'H3O+ est égale à C. Pour une base forte, vous avez la concentration en H- qui est égale à C, attention. Et vu que la concentration en H- est égale à C, on est obligé d'utiliser le KE pour retrouver la concentration en H3O+, puisque le pH, la formule que vous devez vous graver dans le crâne, c'est que pH égale moins log de la concentration en H3O+. Et donc, il faut bien trouver la concentration en H3+, sachant qu'on a trouvé à l'aide de la réaction la concentration en H-.
Ensuite, les réactions entre acide base forte et acide fort dans l'eau. Donc l'équation entre un acide fort et une base forte, donc c'est par exemple H3O+, plus HO- donne 2H2O. Donc ça sera toujours les équations entre les acides forts. Un acide fort est toujours totalement dissocié, une base forte est toujours totalement dissociée. Donc ça veut dire qu'en gros, ça fera toujours réagir les ions oxonium H3O+, avec les ions HO- pour former 2H2O. Donc ça, c'est exactement l'inverse de l'équation responsable du KE de l'eau que je vous remontre ici. Je l'ai écrit ici. Donc c'est exactement l'inverse. Donc, vous avez alors H3O+, je le remontre, H3O+, plus HO- donne 2H2O. Donc si vous faites réagir donc un acide qui est fort avec une base qui est forte, la réaction est d'autant plus totale, ou quasi totale, donc c'est pour ça qu'on met une flèche simple. Et nous avons fait un TP qui a démontré que la réaction qui se produit entre un acide fort et une base forte est exothermique, voire très exothermique. C'est-à-dire qu'elle libère de l'énergie, et cette élévation de température est d'autant plus élevée que la quantité de matière de réactif imitant est grande. C'est ce que nous avons démontré dans le TP. Enfin, la réaction entre un acide fort et une base forte au niveau de la sécurité. Donc si vous avez des élévations de température, je ne sais pas si vous vous rappelez de TP, mais on est passé par exemple de 20 degrés à plus de 55 ou 60 degrés en mettant quelques millilitres d'acide dans l'eau. Donc ça veut dire que la réaction d'un acide fort avec l'eau est également exothermique. Donc elle peut également libérer beaucoup d'énergie. Donc ce sont des produits qui sont très corrosifs. Le contact avec la peau peut engendrer de graves brûlures. Il faut donc les manipuler avec une blouse, des gants et des lunettes. La dilution d'un acide fort dans l'eau, donc elle doit se faire dans un ordre précis afin d'éviter les projections d'acide. Donc là ici je vous ai mis une vieille l'image d'une vieille affiche qu'on avait préalablement dans les lycées. Il y a ici une goutte d'eau qui tombe dans de l'acide avec des projections d'acide et on vous dit pas d'eau dans l'acide. Donc il faut toujours verser l'acide dans de l'eau et jamais le contraire. Et donc pour la simple et bonne raison que si vous faites le contraire, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est illustré ici. Vous avez l'acide en jaune, vous mettez de l'eau, il y a des projections, vu que la réaction est très exothermique, ça veut dire que localement on peut évaporer l'eau. On peut évaporer le liquide qui est en bas. Le liquide qui est en bas, ici dans le récipient étant de l'acide, ça peut être projeté dans vos yeux si vous n'avez pas donc de lunettes. Donc toujours verser l'acide dans l'eau et pas l'inverse. Enfin, nous avons fait une dernière activité donc sur le contrôle du pH. Solution tampon rôle en milieu basique. Nous avons pu voir qu'une solution tampon est une solution dont la composition est telle que le pH varie peu par ajout de quantité d'acide ou de base ou de dilution. Alors, varie peu par ajout de petites quantités d'acide ou de base. En milieu biologique, le contrôle du pH est fondamental. Donc pour de nombreux milieux biologiques, par exemple, le pH du sang doit être maintenu voisin de 7,4 à 37 degrés. Si vous allez au-delà de 7,2 ou de 7,6, donc vous êtes dans un état de mort. Donc cela est rendu possible grâce au tampon bicarbonate présent dans votre organisme, qui est lié donc à l'absorption de dioxyde de carbone. Donc dans ce cas-là, c'est là que nous avons vu tout ce qui était déplacement d'équilibre vers la gauche, vers la droite, pour maintenir donc ce pouvoir tampon, par exemple du sang ici. Donc voilà, nous venons de finir donc cette fiche de cours, j'espère que ça vous aura été utile.